les puissances coloniales s'entendent sur un découpage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin en 1885, c'est près d'un siècle avant la construction du mur, et de sa chute, la mise en place de ce qu'on pourrait appeler les cloisons de Berlin, par l'instauration de frontières conçues au mépris souvent de considérations locales, très souvent ancestrales d'ailleurs, et morcelant notamment, sinon notablement, les ethnies. Ces observations, donc, que je ne considère pas comme simplement anecdotiques, étant posées, le chemin que je vous propose concernait les différentes étapes de l'évolution des rapports entre l'Union européenne et ce qu'on appelait autrefois, dans un monde bipolaire, le tiers-monde, surtout l'Afrique, me paraît relever de la combinaison de trois éléments qui, à chaque étape, ont interféré avec plus ou moins d'intensité. Un certain contexte international général, une évolution propre à l'Union européenne et une adaptation de la politique de coopération au développement à ces données. Ce qui donc nous amène, dans un premier temps, à la genèse. Les historiens ont surtout retenu de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, au point de départ, bien sûr, de l'édifice communautaire, sa dimension essentiellement eurocentrée autour des pièces maîtresses que représentaient tant la solidarité de production du charbon et de l'acier que l'aspiration à la paix d'un continent si éprouvé par des années de guerre. Cela dit, on ne doit pas oublier pour autant que la déclaration comportait aussi un passage, qui est le suivant: cette production sera offerte à l'ensemble du monde sans distinction ni exclusive pour participer au relèvement du niveau de vie et au développement des œuvres de paix. L'Europe pourra, avec des moyens accrus, poursuivre la réalisation de l'une de ses tâches essentielles, le développement du continent africain. Donc déjà, Schuman l'avait mis sur la table à l'époque de la fameuse déclaration. Et quelques temps plus tard, la conjoncture offre une occasion propice pour la concrétisation d'une telle aspiration. En 1955, en pleine guerre froide, le tiers-monde amorce une irruption marquante sur la scène internationale avec la conférence de Bandung en Indonésie, qui réunit une trentaine, des représentants d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie, soucieux d'afficher leur non-alignement par rapport aux États-Unis et à l'Union soviétique. En 1956, l'échec de l'expédition de Suez porte un sérieux coup au prestige des puissances coloniales que sont le Royaume-Uni et la France. Et la même année, en France même, après son retrait d'Indochine ainsi que de la Tunisie et du Maroc, un processus plus général de décolonisation s'amorce à la faveur de ce qu'on a appelé la loi de fer, ménageant une plus grande marge d'autonomie au profit des territoires d'outre-mer faisant partie de l'Union française. Petite remarque anecdotique en passant, on parlait en effet sous la 4e République de l'Union française, qui ensuite, avec la 5e République, est devenue la communauté, c'est-à-dire que terminologiquement on est allé exactement dans le sens inverse de l'Europe, on est passé de la communauté à l'Union. Bon, voilà comment peuvent évoluer les choses sur des terrains différents. Et en fait, c'est justement la relance de la construction européenne à partir de 1956 qui marquera le point de départ d'une politique européenne de coopération et de développement à travers la négociation du traité de Rome, créant la Communauté économique européenne en 1957. Alors, si la pugnacité de la France, en vue d'introduire un volet agricole dans le nouveau traité, a fortement imprégné les esprits, on ne doit pas négliger non plus le prix qu'elle attachait à son autre cheval de bataille, qui était l'association des territoires d'outre-mer aux bénéfices attendus de la création d'un marché commun. D'où la négociation, dans la dernière ligne droite, d'un volet consacré à cette association, qui, à des degrés divers, intéressait aussi trois autres puissances métropolitaines parmi les 6 États membres fondateurs, Belgique, Pays-Bas, voire Italie.
Et le dispositif ainsi créé a consisté, sur le plan commercial, en l'élargissement au territoire d'outre-mer de l'union douanière convenue entre les six, et sur le plan financier, en la création d'un fonds de développement appelé à soutenir des investissements publics à réaliser dans les pays associés dans le cadre d'une enveloppe de l'ordre de 500 millions d'unités de compte, c'est-à-dire équivalent en dollars à l'époque. Telle fut l'origine du Fonds européen de développement, le FED, géré par la Commission européenne et encore en activité aujourd'hui dans sa 11e version. À ce démarrage a également correspondu la naissance au sein de la Commission d'une direction générale, la 8e dans l'ordre des, enfin disons, dans le panorama de la Commission de l'époque, donc ce qu'on a longtemps appelé la DG 8, spécifiquement investi de la mise en œuvre de ce dispositif. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, on notera qu'une bonne partie des effectifs de cette direction générale a été au point de départ recrutés parmi les administrateurs de la France et de la Belgique d'outre-mer, rapatriés au fur et à mesure que les pays associés accédaient à l'indépendance. Néocolonialisme, petit point d'interrogation, je crois que ça c'est à chacun d'essayer d'interpréter en effet comment ce trait d'union s'est fait. Les années 60 sont ainsi caractérisées par une nouvelle donne internationale et donc la décolonisation. Or, c'est aussi l'époque où la communauté européenne construit ses premières politiques, à titre d'exemple, la politique agricole commune, qui est sans doute la plus marquante à côté de l'édification de l'union douanière, aussi les transports, les relations extérieures, au titre desquelles la formule de l'association prévue par le traité de Rome connaît diverses expériences, telles que, en vertu d'une approche bilatérale, l'association avec la Grèce et la Turquie en 1963. Et pour ce qui concerne les pays en développement, cette formule se traduira par une nouvelle forme d'alliance, ce que j'ai appelé l'ancienne alliance des années 60. Elle procède en effet d'une redéfinition des rapports entre la communauté et les pays et territoires d'outre-mer, le parrainage caractéristique de la suzeraineté de l'association primitive cède la place au contrat, reflet de la souveraineté reconnue à une grande partie des ex-territoires d'outre-mer désormais indépendants. C'est dans cet esprit qu'est conclue en 1963 la première convention de Yaoundé associant les 6 États membres de la communauté et 18 États africains et malgaches. Cette convention sera renouvelée en 1969 entre les mêmes partenaires sous l'appellation de Convention de Yaoundé II, qui en 1972 contraint un associé de plus avec l'île Maurice. Donc il y aura 19 États associés. Et les deux conventions ont en fait permis de consolider 2 axes qui avaient été dessinés par le traité de Rome. Une approche commerciale fondée sur la réciprocité des droits et obligations des parties contractantes et une approche financière et technique orientée vers la réalisation de projets de développement, construction de routes, d'hôpitaux, barrages, projets de développement agricole, élevage, etc. Et c'est aussi dans ce cadre, d'ailleurs, qu'un autre acteur communautaire a fait son apparition au titre de l'aide financière, c'est la Banque européenne d'investissement, et qui, à la différence de la Commission, qui est essentiellement pourvoyeuse de dons par le biais du Fonds européen de développement, a pour vocation d'accorder des aides remboursables aux pays bénéficiaires. Et les conventions de Yaoundé ont également permis l'émergence de concepts qui, au fil du temps, forgeront une sorte d'acquis du partenariat, c'est-à-dire la contractualité de la relation, le rapport de groupe à groupe entre la communauté et ses États membres d'une part et les États associés de l'autre. Et la mise en œuvre de la coopération à travers, c'est une troisième caractéristique, à travers des institutions sui generis à caractère conjoint. Ainsi, au plan politique, un conseil des ministres assisté d'un comité des ambassadeurs, ainsi qu'une instance parlementaire censée regrouper en nombre égal des élus du Parlement européen et des représentants de chacun des États associés.
et au niveau de la gestion administrative et financière quotidienne, à travers la collaboration entre un représentant sur place de la Commission et un responsable national qui est désigné dans chaque État ACP. On notera que c'est aussi à la fin des années 60 qu'a été amorcée une politique d'aide alimentaire de la communauté en faveur des pays associés touchés par la famine et la sécheresse, et à cette époque, donc avant l'Éthiopie qui connaîtra les mêmes drames quelques années plus tard, c'est surtout le Sahel qui avait été touché. Donc, une aide alimentaire, alors évidemment, certains avec moins d'angélisme pourraient dire que cette politique a aussi contribué à l'écoulement de certains excédents de la politique agricole commune. C'est un fait objectif, mais c'est quand même une idée de secours porté aux populations souffrant de famine. Ensuite va donc s'instaurer la Nouvelle Alliance, en 1975. En fait, le milieu des années 70, qui correspond à l'expiration de la Convention de Yaoundé II, marque un tournant dans les relations entre l'Europe et les pays en développement. Divers facteurs expliquent cette évolution. D'abord, une conjoncture internationale marquée par le choc pétrolier de 1973 et d'une manière plus générale par une crise de matières premières soumise à une grande volatilité des prix. La transformation même de la communauté qui passera de 6 à 9 États membres en 1972. Et donc, en liaison avec ce premier élargissement, et dans le sillage plus particulièrement de l'adhésion du Royaume-Uni, l'intérêt porté aux pays en développement appartenant, un intérêt donc, qui est porté aux pays en développement appartenant au Commonwealth, sous l'impulsion desquels le groupe des 19 États africains et malgaches associés s'élargira lui-même en groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, au nombre de 46 pays au départ. Maintenant, on est environ 80. Ces divers éléments se conjugueront pour donner naissance alors, à un nouveau contrat, signé en 1975 à Lomé, capitale du Togo, et marquant l'avènement d'une autre dynastie de conventions succédant à Yaoundé, c'est donc celle de Lomé. La dynastie de Lomé, 1975. Le règne de Yaoundé a duré une douzaine d'années, au même rythme d'un renouvellement quinquennal. Celui de Lomé s'étendra sur 25 ans. À partir de 1975, la dynastie comptera en effet 4 conventions ACP-CE. La dernière, conclue en 1989, fera l'objet en fait d'une révision à mi-parcours en 1995, d'où l'appellation de Lomé 4 bis, qu'on lui attribuera dans la pratique, bien qu'elle ait été signée concrètement à Maurice. Quant à leur contenu, en plus des volets traditionnels que constituent donc la dimension commerciale et l'aide financière, d'autres espaces de coopération ont progressivement sédimenté la relation entre la communauté et les États ACP, tels qu'un système très complexe, je ne plaisanterai surtout pas, de compensation financière visant à stabiliser les recettes provenant de l'exportation des produits agricoles des pays ACP, ce qu'on appelait le STABEX. Un autre système apparu un peu plus tard sous le nom de SISMIN et orienté vers la protection de produits miniers des pays ACP. Mais aussi, et ça certainement beaucoup plus en profondeur, la recherche d'une meilleure prévisibilité de l'aide apportée à chaque État ou groupement régional des ACP à travers une programmation négociée et plus ou moins détaillée des concours financiers de la communauté. Le volet commercial a d'ailleurs lui-même évolué vers un régime de non-réciprocité et de préférence en faveur des États ACP. On retiendra aussi de cette période que la communauté a connu des élargissements graduels qui l'ont fait passer progressivement de 9 à 10, puis à 12, et enfin à 15 États membres, et cette évolution interne a contribué à élargir le champ des relations extérieures en tournant aussi le regard vers l'Asie, l'Amérique latine et les pays du sud de la Méditerranée.
Un tournant important, c'est celui des années 90. En toile de fond, outre la chute du mur de Berlin et ses conséquences politiques, la scène internationale a été assez profondément affectée sur le plan économique par une sérieuse instabilité financière qui s'est traduite par la montée en puissance des docteurs de Bretton Woods, c'est-à-dire Banque mondiale et Fonds monétaire international, censés y porter remède par la prescription de sévères cures d'ajustement affectant tout particulièrement les pays très endettés. Et la communauté a pris sa part de cette politique tout en s'efforçant de la rééquilibrer en la contrebalançant par un volet social. Sur le plan européen, un nouveau pas a été franchi à cette époque avec le traité de Maastricht, signé en 1992. Et ce traité est certes avant tout connu pour l'union économique et monétaire qu'il portait en germe, mais pour notre sujet, il comportait une innovation fondamentale, à savoir que c'est lui qui, après bien des années de pratique, a introduit des dispositions consacrant solennellement, en tant que telle, une politique de coopération-développement. D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est M. Jourdain qui prend conscience de ce qu'il parle en prose. Et cette politique à laquelle le traité fixe des objectifs précis tels que la lutte contre la pauvreté ou une meilleure insertion des pays en développement dans l'économie mondiale est conçue comme devant entretenir des rapports de complémentarité avec les politiques menées en la matière, tant par les États membres, par les États membres de l'Union européenne. Elle se situe donc dans une optique de cohérence souhaitée, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne tout entière. On notera aussi que à cette époque, l'aide s'enrichit d'un nouvel instrument qui situe son action sur le terrain de l'urgence, la création d'un office européen d'aide humanitaire, plus connu sous son acronyme ECHO. Alors, si on essaye brièvement de se pencher sur les années 2000, eh bien, au début de ces années, la mondialisation, vous le savez, s'installe durablement comme un élément incontournable du paysage international. L'activité de l'Organisation mondiale du commerce, créée quelques années auparavant, en constitue la manifestation la plus emblématique. C'est aussi une époque où, à l'échelle des Nations Unies, on édicte une série d'objectifs du millénaire pour le développement. Et parmi ces objectifs, la lutte contre la pauvreté est considérée comme une ambition majeure. Et c'est l'époque aussi où, dans le sillage de la guerre des Balkans en Europe ou du génocide de Rwanda en Afrique, on assiste à une multiplication de conflits régionaux, dont plusieurs en Afrique, et à l'émergence du phénomène du terrorisme international, symbolisé par le 11 septembre 2001. Et c'est là qu'on va passer, en fait, de l'association au partenariat. La dernière convention de Lomé ayant théoriquement expiré à la fin de 1999, parce qu'en fait, elle a encore produit ses effets un peu après, l'Union européenne et les quelques 80 États ACP, alors partenaires de l'Union, vont se trouver à nouveau autour de la même table, mais cette fois à Cotonou, au Bénin, et non plus à Lomé, pour conclure en 2000 un accord un petit peu différent de ceux qui l'ont précédé. En effet, la terminologie reflètera cette volonté d'évolution en consacrant l'appellation d'accord de partenariat, et non pas d'association ou d'accord ACP-CE. À l'occasion de la révision quinquennale de son protocole financier, il sera légèrement amendé à 2 reprises en 2005 et en 2010. Et parmi les apports majeurs de l'accord de Cotonou, on notera l'émergence de nouvelles conditionnalités, et en particulier celle-ci. Après quelques timides premiers pas qui avaient été esquissés avec l'OME 4 en 1989, donc peu après la chute du mur de Berlin, et davantage affirmé lors de sa révision en 1995, les négociateurs de Cotonou ont accordé une place éminente au respect de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que de la bonne gouvernance en tant qu'élément essentiel, c'est le mot qui figure dans l'accord, permettant de moduler la mise en œuvre de la coopération. Et l'attachement à ces critères peut aller jusqu'à la suspension de la coopération en cas de violation flagrante de tels principes, une sanction qui a été appliquée à plusieurs reprises, au Fidji ou en Côte d'Ivoire par exemple.
La mise en œuvre de l'accord de Cotonou, assortie de textes collatéraux complémentaires sur lesquels je n'insiste pas, témoigne aussi d'une évolution quant à la nature de l'aide. En effet, l'instrument principal de la coopération avec les ACP demeure le Fonds européen de développement. Il est doté aujourd'hui d'une enveloppe de l'ordre de 30 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutent des ressources en provenance de la Banque européenne d'investissement. Il y a un tableau, oui, c'est ça qu'on peut afficher. On pourra le réafficher, je n'entre pas là dans les détails, on pourra en parler après. Mais parallèlement, la panoplie des instruments financiers s'est enrichie de divers crédits provenant du budget général de l'Union européenne, auquel, pour diverses raisons historiques et politiques, le fait demeure extérieur, et qui, s'il s'adresse en partie aux États ACP, donc dépasse ce cercle. Tel est le cas d'un instrument général de coopération et de développement ou de crédit permettant, par exemple, de soutenir les coopérations thématiques auxquelles je faisais référence. Mais là où un tournant a été amorcé récemment, c'est à côté du financement direct de projets ou de programmes de développement déterminés, la mise à disposition pure et simple de crédits dans le budget des pays bénéficiaires. Et cette forme d'aide représente maintenant environ 25% de l'ensemble de l'aide au développement de l'Union européenne. Et vous me direz, le traité de Lisbonne dans tout ça? Eh bien, en fait, ce dernier, qui a été signé en 2007, n'a pas fondamentalement innové en matière de coopération et de développement. Grosso modo, ces négociateurs se sont contentés de consolider l'acquis qui a été inauguré par le traité de Maastricht, lui-même complété à la marge par d'autres traités, Amsterdam en 1997 ou Nice en 2000. Et ainsi, l'architecture de la coopération extérieure de l'Union européenne se décline aujourd'hui en 3 volets, matérialisés par 3 chapitres distincts qui sont consacrés à cette coopération dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération de développement, la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers en général, et l'aide humanitaire qui est un nouveau chapitre, là aussi solennellement maintenant introduit dans le traité. Et pour terminer ce survol, j'ajouterai que depuis septembre dernier, de nouveaux objectifs de développement ont été définis par les Nations Unies 15 ans après ceux adoptés en 2000. Ils se situent délibérément dans l'optique du développement durable à l'horizon de 2030, en s'efforçant d'assurer un équilibre entre ces 3 dimensions, économique, sociale, environnementale, et l'Union européenne, et notamment la Commission, avait particulièrement travaillé à la définition de ces nouveaux objectifs. Alors j'arrive au mot-clé magique de conclusion pour dire simplement les choses suivantes. Le survol donc, de ces 6 décennies de coopération témoigne d'une extension continue du cercle de collaboration, partie d'un précaré contrôlé par quelques États membres seulement. Donc ce champ s'étend aujourd'hui aux dimensions de la planète et joue sur une gamme assez diversifiée de thèmes et d'instruments. Et récemment, on a même assisté d'ailleurs à un phénomène de mimétisme, c'est sous les traits de l'Union africaine. L'Union africaine, qui a succédé à l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, s'est dotée de structures fortement et directement inspirées de celles de l'Union européenne. Un conseil au niveau des chefs d'État et de gouvernement, un conseil au niveau des ministres, un parlement, une commission. Et l'habitude s'est même prise d'ailleurs de tenir des réunions interinstitutionnelles d'organe à organe. Et c'est ainsi qu'à la lumière d'une actualité brûlante, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne se sont rencontrés en novembre dernier à La Valette, la capitale de Malte, pour décider d'efforts communs en vue d'affronter les problèmes de migration. Et à cette occasion a été mis en place un fonds d'urgence doté d'une enveloppe d'1,8 milliard d'euros, provenant en grande partie du fait d'ailleurs, en faveur de la stabilité, de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, donc sur le terrain, et de l'aide aux personnes déplacées en Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les migrations, à l'intérieur du continent africain aussi, il y a là un phénomène assez préoccupant.
Alors, certes, une analyse en profondeur ne manquerait pas de la situation des partenaires de l'Union ne manquerait pas de conduire à une interrogation sur l'efficacité de l'aide, mais là peut-être qu'il y aura quelques roues de secours à ma gauche pour réfléchir de manière peut-être un peu plus critique à cet aspect des choses. Donc, un vaste programme, certainement, qui dépasse non seulement la relation UE pays en développement, mais aussi le cadre de mon rappel historique. Alors, permettez-moi seulement de citer à cet égard une réflexion entendue d'un ambassadeur africain au cours d'une réunion. On dit volontiers que le temps, c'est de l'argent. Eh bien, nous en partageons les composantes. Vous, Européens, vous avez l'argent. Nous, Africains, nous avons le temps. Alors, mon ultime considération portera sur un élément qui, depuis quelques années, n'a cessé de hanter les responsables européens, qui est, je l'avais déjà brièvement mentionné, mais là j'insiste bien sur cet aspect, c'est l'impérieuse nécessité d'une cohérence des politiques. Cohérence entre les efforts des États membres de l'Union européenne et l'Union européenne elle-même, cohérence entre les différentes institutions de l'Union européenne, et celles-ci sont d'ailleurs parvenues à signer en 2005 un document de consensus sur les objectifs à atteindre en la matière, donc signature solennelle du président du Conseil européen, de la Commission et du Parlement européen. Également, cohérence entre les différentes politiques de l'UE, sachant que pas moins de 5 commissaires œuvrent dans le domaine des relations extérieures. Et là, je ne parle que des relations extérieures. Il y a aussi questions agricoles et autres qui peuvent avoir une incidence sur la politique de développement. Enfin, cohérence au sein des actions menées par l'Union européenne vis-à-vis de ses partenaires avec des modalités qui diffèrent parfois d'une zone géographique à l'autre. Pas toujours évident de pouvoir assurer la cohérence. Alors, j'avais commencé par un petit dessin. Eh bien, le souci de cohérence m'incite alors à terminer par une carte postale. Que voici, que certains d'entre vous connaissent très certainement, puisque c'est à Bruxelles. Elle évoque le quadrige qui domine l'arche édifiée dans le parc du cinquantenaire de Bruxelles. Et lorsque je traverse ce parc, je ne peux pas m'empêcher de songer, d'autant plus que les bureaux concernés sont juste en face, je ne peux pas m'empêcher de songer à la lourde et ingrate tâche qui a été confiée à Mme Mogherini, qui est haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et siégeant à ce titre à la fois au Conseil et à la Commission. Cette considération, c'est certainement pas très facile de tenir les rênes de fougueux chevaux, tenter de tirer à nu et à tia. C'est fini pour mes tirs.